Salut tout le monde, ici Vicman et aujourd'hui on va parler Altered. Aujourd'hui on va parler nouvelle carte Bravos et je serai même en compagnie de Clem. Je vous invite à écouter son podcast pour avoir du coup le point de vue de son côté. Je vous mets le lien en description. Petite précision, on va regarder les cartes Bravos et seulement Bravos. Alors quand je dis seulement Bravos, ça veut dire que on a eu les 15 cartes communes Bravos, et du coup, on ne va pas revenir sur les Out of Faction, parce qu'on n'a pas encore la liste de toutes les cartes révélées. Du coup, j'ai préféré siloter. Voilà, donc si jamais vous voulez voir mon avis, et éventuellement aussi l'avis de Clem, sur les Out of Faction, et ben, dans ce cas, n'hésitez pas à le mettre dans le commentaire, et une fois qu'il y aura la liste complète, je reviendrai dessus. On va parler des nouvelles cartes Bravos. Donc comme on s'est dit, on ne parle que des cartes Bravos spécifiquement, donc les 15 cartes Bravos. Exactement. Essentiellement les communes, mais on va aborder les rares aussi. Et pour l'instant, on ne parle pas des Out of Faction, qui sont que en rares, parce qu'on ne les a pas tous vus et que du coup, ça paraît moins pertinent. Moins pertinent, voilà, merci. Moins pertinent, c'était ça le truc. Du coup, la notation qu'on donne, donc là, ce que je mets à l'écran, c'est la note que moi, je pense mettre aux cartes, ce que je pense au niveau des cartes, si elles peuvent rentrer dans des decks ou pas. Le but ici avec Clem, donc du coup, c'est qu'on en discute. Lui, il a une notation différente pour certaines cartes, on est d'accord sur d'autres, voilà. Et donc, l'idée, c'est que s'il y a un, c'est qu'a priori, faut pas la jouer, tout simplement, hein, ça va juste rendre le deck moins fort. S'il y a 5, a priori, ben, il faut la jouer, ça va rendre les decks plus forts. Et après, ben, on varie, et ça dépend du deck, ça dépend du build, ça dépend des uniques, etc. Et donc, on va entrer dans le vif du sujet tout de suite, avec... Hop, qu'est-ce que... Là... Avec le Fire Rabbit, sûrement lapin de feu en français, j'imagine. Oui, je pense que ça va être ça. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, hein, qui découvrent les cartes en même temps, bah c'est pas grave, on va décrire. Donc c'est pour un de la main et un de la réserve. Donc ça c'est vraiment cool parce que on manque cruellement de cartes en Bravos qui coûtent que 1 de la réserve. Oh que oui. C'est une 1-1-0 et il peut se prendre fleeting de la main. Mais on donne un boost à un autre personnage. Donc à mon sens, c'est une carte qu'il faut mettre dans les decks, parce que je lui ai mis 5. Tout simplement parce qu'il coûte 1, et qu'il a ce potentiel de se dire, ben, si on l'a en début de partie, ok, c'est des stats un peu faibles, mais on peut le poser, il coûtera 1 de la réserve, et c'est cool. Et si on l'a en fin de partie, c'est virtuellement une 2-2-1 pour 1, et c'est assez fort. Ouais, j'aime bien le côté un peu toolbox, un peu boîte à outils de cette carte. C'est-à-dire que tu peux choisir d'utiliser ou pas son effet depuis la main. Si jamais voilà, tu veux garder de la CA au début de ton tour, parce que tu es en début de partie par exemple, eh bien tu peux ne pas faire son effet, et comme tu l'as très bien dit, en fin de partie, ça peut changer des games, quoi. Donc c'est super cool comme carte. Donc voilà pourquoi je mettrais 5. Ensuite, on a Haven Seringar, et là je saurais pas le traduire, j'ai pas cherché ce que ça voulait dire. Donc c'est pour 2 de la main et 2 de la réserve, et donc là encore une fois des bons coups de main et de réserve. Une 3-1-1, un peu sous-staté, même s'il y a un pic en forêt, mais le gros avantage qu'il a, c'est que quand il quitte la zone d'expédition, s'il a fugace, on pioche une carte, et c'est exactement ce qu'on veut en Bravos. En plus de ça, j'aime bien ce thème, un peu comme avec les jeans, de dire j'ai un effet quand je quitte la zone d'expédition. Et ça, c'est cool. Ça donne une petite identité. J'aime beaucoup aussi. Clairement, cette carte, elle va rentrer dans les 3 héros. Enfin, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est génial. Surtout qu'elle combotte extrêmement bien avec une carte qu'on va parler un peu après. Et le pic en forêt est très 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 agréable. Et il va pouvoir contrer certaines cartes, notamment par exemple Perséphone, qui est sorti aussi, qui dit que toutes les régions sont des forêts. Bah vous, ça vous arrange si vous jouez cette carte-là, parce que elle a 3 de forêt et vous avez de quoi vous défendre, quoi. Je suis complètement d'accord. Ah ouais, Ensuite, non, franchement trop bien. Skadi. Alors, Skadi, c'est pour 2 de la main et 3 de la réserve. Donc là, on revient dans les travers de Bravos, je dirais, où ça coûte un peu plus cher de la réserve. C'est une 2-3-2, donc un petit pic en montagne et des stats de la main plutôt intéressantes. Elle ne gagne pas de boost, du coup elle est un peu sous-statée pour son coup depuis la réserve, mais elle a un effet réserve où on peut épuiser une carte ciblée en réserve. Donc la nouvelle mécanique,
C'est pas tout à fait un sabotage, c'est une sorte de sabotage temporaire du tour. Voilà, faut le voir comme ça. Ouais, c'est ça en fait. Quand vous épuisez une carte, en fait, c'est la nouvelle mécanique. Vous allez, comme à Magic, vous allez la mettre sur le côté, votre carte, vous allez l'épuiser en fait. Et vous ne pourrez pas utiliser ni ses effets de support, ni la jouer depuis la réserve. En fait, vous bloquez une carte dans la réserve de votre adversaire pour un tour. Voilà, du coup, moi je lui ai mis 3 dans le sens où c'est une bonne carte, mais c'est pas forcément une carte incroyable, et en fonction des builds des decks qu'on va monter, des cartes qu'on veut mettre dedans et de la orientation du deck, hein, s'il se veut plus aggro, midrange, contrôle, eh bien ça va rentrer ou pas dans le deck. Ouais, typiquement, pour un deck aggro, on aime bien ses stats depuis la main, qu'elles sont plutôt stables et elles sont, voilà, c'est plus fort, il y a un petit pic en montagne, c'est sympa. Ça rentre aussi très bien, je pense, dans des decks fonderie, parce que typiquement la rare, bon là on va pas en parler, enfin on l'a pas mise là sur la diapo, mais la rare elle peut saboter si on est en montagne. Un sabotage pour 2 en Bravos, à part la fée des dents, il y en a pas beaucoup qui le font. Et celle-là, elle a l'avantage en plus d'avoir des stats, quoi. Donc c'est vachement intéressant, je trouve, de ce point de vue-là. Après, dans les autres decks, c'est vrai que ça pourrait pêcher un petit peu, quoi. Alors du coup, tu as évoqué la fonderie, et ça fait Ouais, partie des cartes. Alors moi j'aimerais qu'il y en ait un peu plus, mais ça fait partie des cartes qui pourraient, à mon sens, rendre viable. Et quand je dis viable, c'est vraiment gagner des gros tournois compétitifs, même s'il y en a eu un à Lyon, mais c'était au tout début du jeu, donc pour moi c'est plus à prendre avec des pincettes. puis les uniques, elles étaient complètement fumées, quoi. Ça, Oui. c'était unique dépendant, le deck, hein. Qui fait que en fait de la main et de la réserve, on a un vrai bon effet, et pas juste ok je gagne un petit boost et c'est mignon quoi. Donc ça fait Ouais, partie, Skadi, Ratatosk, ce genre de cartes. Si on a plus et que c'est en commun, ça permettra pour moi au deck de vraiment briller. ouais, Parce d'avoir une base que solide, hein, très voilà, clairement. ça permet en fait d'avoir un deck solide sans avoir besoin absolument de la fonderie, car la fonderie est un plus qui rend le deck encore plus fort. Voilà, c'est ça. C'est le secret de réussir un deck fonderie, c'est voilà, que la fonderie apporte un plus et que le deck ne dépende pas à 100% de ça, sinon vous perdez 70% de vos games parce que vous les piochez pas ou alors elles sont gérées et là vous pleurez, quoi. Ensuite, on passe à Bravos Trailblazer. Alors, pour ceux donc, qui suivent ma chaîne, vous savez que je l'ai révélé. N'hésitez pas à re-regarder le reveal, je parle un peu plus en détail de ce personnage. Et je mets le lien en description aussi. Et donc moi je lui ai mis 4. Donc c'est pour 2 de la main et 3 de la réserve, comme ce qu'a dit, hein, bien sûr. Cependant, son effet c'est que si on contrôle un personnage fugace, il gagne un boost. Donc potentiellement, donc de la réserve il sera toujours 3-3-3, quoi qu'il arrive. Et de la main, il sera très souvent, je pense, parce que ça a l'air assez simple en Bravos d'avoir fugace, que ce soit ne serait-ce qu'avec le nouveau Fire Rabbit, ou le lait qu'on a évoqué mais on va vous montrer plus tard. Et du coup, avoir des bonnes stats parce que c'est une traceuse commune de la main, mais qui lui n'a pas fleeting. Donc c'est pour ça que je trouve ça vraiment très fort. Ouais, franchement, c'est une de mes cartes préférées qui a été révélée. Pas forcément aussi avec le Fire Rabbit et l'aide Arcolano, on peut penser aussi tout simplement à faire un tour très très puissant avec, imaginons on joue Kojo et Bouddha, on a Kojo, on joue ensuite, on a 4 mana, on joue ensuite une traceuse Bravos rare ou commune qui est 3-3-3 fleeting. On joue ensuite cette carte-là, on rajoute encore 3-3-3 de stats. C'est tout simplement incroyable. Et franchement, je pense que cette carte va très bien rentrer dans les decks agressifs, mais peut-être un peu moins dans des plans de jeu plutôt combo ou late game où on va chercher à gagner en fin de partie. Alors, pour le coup, faudrait voir la version rare, je pense, pour un plan C'est plus ça, combo, exactement. Je qui pense que la permet version rare de serait plus adaptée. ouais, qui permet de gagner un boost pour chaque personnage fugace qu'on contrôle. Et donc là, en fait, il peut, dans une version un peu plus combo, il pourrait gagner 2 3 voire 4 boosts. Et du coup, Ouais, pour c'est 2 ça. manas, c'est des stats monstrueuses. Voilà, typiquement, la version rare, elle rentrerait très bien dans un deck fonderie où on joue, par exemple, des on joue un lait d'Arcolano, on fait effet fonderie avec, je sais pas, une armurière ou une espionne, parce que ça génère des tokens, du coup, ça fait une créature en plus.
Et ensuite, à la fin, on joue notre Bravos Trailblazer rare pour terminer la partie. Parce qu'il va gagner je sais pas combien de boosts. C'est assez fort. Je suis exactement d'accord et j'avais pensé exactement à ça. Ouais. Ah bah oui, non, mais là, il y a des choses intéressantes à faire en vrai. Donc je pense que le deck fonderie a pas mal de support quand même. Ensuite, on arrive sur la secouriste Bravos. Et donc là, on l'a en français, la carte, parce qu'elle est sur le site d'Alterd. C'est une des rares cartes Ouais, c'est qu'ils ont ça. mis. Donc, c'est pour 3 de la main, 3 de la réserve. Une 1-4-4. Donc, avec des stats qu'on peut comparer à la guerrière de Havre. La guerrière de Havre qui reste Effectivement. un bon personnage. Donc, il n'y a pas de raison pour moi que ce soit un mauvais personnage. Et en plus de ça, elle a un effet support où on peut donc la sacrifier depuis la réserve et enlever Fugace à un autre personnage. Personnellement, je lui ai mis 3 parce que je la vois pas en mode c'est un must-have et il faut absolument la jouer dans tous les decks, mais c'est pas une mauvaise carte, loin de là. Du coup, pour moi, c'est à voir comment le metagame ou la metagame, je sais pas comment faut dire, évolue. Ouais, franchement, je suis d'accord avec toi. Et en plus de ça, ce qui est génial, c'est que on peut, si elle est dans notre réserve, on peut attendre vraiment le dernier moment, une fois que notre adversaire a passé, par exemple, pour enlever Fugace à un de nos personnages. Donc, imaginons si vous jouiez, je sais pas, des Trasos Bravos, des choses comme ça, et que votre adversaire vous gère pas mal de cartes, et ben au dernier moment, même s'il vous reste deux ou trois cartes sur le terrain, vous pouvez choisir celle que vous voulez que vous allez garder au prochain tour. Et ça, c'est vraiment agréable. En plus de ça, comme tu l'as dit, effectivement, comparé à la guerrière, elle a des stats pas dégueu du tout. Hein. Un 4-4 pour 3, c'est largement jouable en Bravos. Et après, à voir si notre deck a assez de force en forêt. Moi, je pense que ça pourrait être une bonne alternative des fois à notre guerrière parce qu'elle nous permet aussi de garder un peu de CA. Oui, alors en Non, fait, j'aime bien. à mon sens, c'est pour ça que je lui ai mis 3, c'est parce que j'ai pas beaucoup réfléchi à la question pour être honnête, mais elle est forte si on a des personnages qu'on veut garder qui seront plus forts qu'elle. Parce qu'elle a quand même, Exactement. elle a quand même des bonnes stats, et donc si Mm. on a des personnages, alors effectivement la traceuse rare par exemple, hein, qui a Voilà, juste traceuse rare, c'est trop bien. des meilleurs stats pour moins cher, ça c'est un bon exemple, et s'il y a d'autres cartes dans le même style, effectivement, ça se justifie tout à fait. Gerich Rivered Dueliste. Donc c'est pour 3 de la main, 4 de la réserve, il est 3-3-3, donc des stats 3 de la main, 3-3-3, voilà, tout simplement. Quand il gagne Fugace, il gagne un boost, donc 4 de la réserve, il sera 4-4-4, mais il peut gagner Fugace à chaque fois qu'on veut. Alors, juste petite précision de règle, ça veut pas dire qu'il aura plusieurs tokens, plusieurs jetons Fugace sur lui, hein. Ça veut juste dire donc qu'il aura le statut Fugace, mais en fait, ça trigger son pouvoir qui dit qu'il va regagner un boost. Donc typiquement, si je le joue de la réserve, il est 4-4-4. Si je le joue de la réserve sur le lait d'Arcolanos, il sera 6-6-6. Puisqu'il aura un boost du lait, un boost de son propre Fugace et un boost du Fugace du lait. Oui, exactement, c'est ça. Contrairement aux états endormis, ancrés, qui ne peuvent trigger qu'une seule fois sur une créature, le Fugace, lui, on peut le faire trigger plusieurs fois, même si il a Fugace. C'est pour ça que c'est précisé sur la carte. Voilà. Alors pour le coup, moi je lui ai mis un, parce que je dirais qu'il a le problème Sun Wukong. Donc je vous invite là aussi, parce que j'ai parlé de Sun Wukong, donc je fais une vidéo, donc n'hésite pas à regarder la vidéo sur Sun Wukong. Et alors, ce que j'appelle le problème au Sun Wukong, c'est qu'en fait, il coûte 4 de la réserve, c'est extrêmement cher. Et du fait Oui, qu'il coûte 4 de la réserve et 3 de la main, il se prend le zoo, par exemple, et ce qui fait que nous, on va dépenser 4 mana, pour en face, il va juste dépenser 2 mana pour faire un zoo ou un entraînement à l'esprit d'équipe, hein, c'est même combat, et du coup, on va être dans l'espace. Même ouais, donc si, clairement. même si on veut jouer la version rare de Gerich qui perd Fugace, qui peut jamais avoir Fugace, ça change rien au fait que on perd le tempo, du coup on perd les expéditions et on perd la partie. On perd trop de mana en fait à le jouer. Et depuis la main, ça va, hein. Mais depuis la réserve, on perd trop de mana à le jouer. Souvent, c'est une carte qu'on va jeter à la poubelle et qu'on va jouer que depuis la main. Et comme tu l'as dit, il a le virus de Sun Wukong. Donc c'est une carte qui coûte trop cher depuis la réserve en fait. Les 3-4 comme ça, faut vraiment des effets très intéressants pour pouvoir les jouer depuis la réserve quoi.
Et là, typiquement, en plus, c'est tellement facile de se faire gérer son Gericht que avec un simple zoo pour 2, vous avez payé 4, et lui, il paye 2 pour gérer votre carte. Enfin, c'est juste pas possible, quoi. On peut pas se permettre d'avoir ça en Bravos, surtout avec le peu de CA qu'on génère. À voir ce que ça donne en scellé, je sais pas ce que ça pourrait donner en scellé, mais Alors ouais, pour à le éviter en coup, construisant. alors c'est vrai que là on a parlé que du construit jusqu'à présent. On peut mettre une petite note sur Gerish en scellé. La version rare de Gerish en scellé me paraît très bien. C'est comme Sun Wukong. C'est un truc qui revient tout le Oui, temps, qui est gros, et ça fait chier. oui. Et puis ils vont pas avoir autant de gestion que dans un construit, donc vous Voilà. pouvez y aller, hein. Ensuite, on va arriver à ce que pour moi est l'une des meilleures cartes, Ouais, c'est ma carte préférée. le Haklut. Alors exceptionnellement, par rapport aux autres cartes, on parle que de la commune quasiment, parce que les rares sont bien souvent mieux, Hmm. mais c'est à peu près la même note, moi, que je donnerais. Ici, le Haklut, donc je le présente, hein, pour 4 de la main et 5 de la réserve, c'est une 3-3-5, et quand il gagne un boost ou plus, on peut exhaust une carte, donc on peut épuiser une carte qui est en réserve. Et s'il est joué de la réserve, il gagne un boost. Et donc c'est pour ça que en commune, en fait, je lui mets 1, parce que ben il a pas forcément des si gros stats que ça pour la main. Il va rien faire quand on va le poser. 4 c'est très cher, et 5 c'est tellement le bout du monde pour une 4-4-6 qui va exhaust une carte. Donc pour moi c'est vraiment une très mauvaise carte en commune. Par contre, en rare, Hmm. donc il coûte 4 de la main et 4 de la réserve, donc déjà il diminue un peu son prix en réserve. Il perd que 1 en eau, donc il est 3-3-4. Par contre, il gagne un boost sur un effet flèche. Donc c'est juste, on va le jouer, il sera 4-4-5, quoi qu'il arrive. Et en plus, on va épuiser une carte en réserve. Et alors, vous me voyez arriver avec mes grands sabots. Clem aussi, c'est dans Ouais. Basira, ça va être une 5-5-6 qui va épuiser les 2 cartes en réserve de l'adversaire. Et alors là, c'est magnifique. C'est pour ça que je lui mets 4 C'est en ça, rare. c'est magnifique, cette carte est parfaite, c'est ce qu'on attendait pour que Basira soit jouable sans forcément dépenser 300 € dans des uniques armurières Infini Boost token. Parce que c'est clairement le genre de carte pour 4. C'est comme si vous disiez à votre adversaire pour 4, j'ai 80% de chance de te faire un 2-0 s'il a aucune carte en main, bien sûr. Si vous jouez contre un Afanas qui full pioche, ça va pas lui faire grand chose. Par contre, vous jouez contre un Muna qui pioche pas forcément beaucoup, mais qui ravitaille beaucoup avec les Aloe Vera. Contre du Hordis aussi, hein, parce que le Hordis ça s'épuise très vite si jamais on fait pas attention. Ça peut bloquer aussi beaucoup de Axiom. Les decks Trest vont souffrir énormément de cette carte. Et franchement, ouais, c'est un bijou cette carte. Vous le combinez aussi avec du Fen par exemple. Alors Fen, bah là c'est complètement détruit. Euh, vous, vous pouvez même la combiner avec un LED Arcolano. Même si elle gagne Fugace, on s'en fiche. C'est trop fort. C'est vraiment trop fort. Et je pense que tout le monde, ça va être une des cartes que tout le monde va chercher à avoir en x3. Et ça m'étonnerait pas que sur le marketplace, elle vale aussi cher qu'un Havre. Bon, je serai peut-être pas à ce point-là sur le Havre, mais je pense que ça va être il fera partie des cartes recherchées Hmm. et des cartes que quand on affronte Bravos, il faut se dire il y a un inclus quelque part. Ouais, pour moi, c'est x2. C'est au moins une fois dans quasiment tous les decks Bravos. Hatsadi, ça peut se poser encore comme question parce que ça prend un slot de rare quand même, donc faut y réfléchir. Mais dans Kojo et Bazira, c'est complètement jouable. Amarok. Alors pour le coup, c'est la seule carte dont on ne connaît pas la rare pour l'instant, au moment où on enregistre. Donc peut-être que la rare sera un banger absolu et il faudra la Ouais, jouer en rare. Mais du coup, en commune, c'est pour 5 de la main et 5 de la réserve, une 4-3-3, un peu sous-statée, mais c'est compensé par son pouvoir, parce que si on la joue dans une expédition où il n'y a aucun autre personnage, Amarok coûte 2 de moins, donc ça serait pour 3 une 4-3-3. Et par contre, si on joue un autre personnage, donc si un autre personnage rejoint son expédition, il faut sacrifier ce personnage qui rejoint l'expédition. ouais. Le Alors, deuxième effet est un peu anecdotique, et surtout le premier le plus important. voilà, c'est surtout le premier qui est plus important. Typiquement, dans Hatsadi, c'est une Baba Yaga, avec de meilleures stats. Exactement. En fait, ce qu'il faut vous dire, c'est que Ordis va
même avec le set 2, je pense, va continuer à jouer un peu Baba Yaga. Et si vous savez qu'il fait T1 Baba Yaga, bah vous savez que vous allez le battre sur cette expédition-là grâce à Amarok. Et vous faites le même effet que lui. Et c'est vraiment trop trop bien. Voilà, du coup, je lui ai mis 3. Alors, pourquoi 3? Parce que c'est même jouable, alors peut-être pas dans Basira, parce que c'est pas forcément les effets qu'elle souhaite, mais peut-être dans Kojo, ça peut être jouable. Pourquoi? Parce que en début de partie, ça va être une 4-3-3 pour 3, donc des stats correctes, plus que correctes. Et le fait de coûter 5 de la main, il va pas se prendre Zou, il va pas se prendre entraînement à l'esprit d'équipe. Exactement. Il y a pas mal de removal en fait, que c'est pour ça que le puissant Jin est aussi puissant aussi, hein, c'est parce qu'il se prend pas certaines gestions. Et donc, Il y a du portail de bannissement, faut gérer avec portail de bannissement quoi. voilà, c'est-à-dire que... Faut au minimum 3 mana, si jamais il est fugace, il y a le cocon, mais faut au minimum 3 mana quoi. Exactement. Et donc, c'est pour ça que... Alors, je suis pas sûr qu'on le voit dans les decks autres que Hatsadi, hein, pour être honnête, mais c'est une tech card, suivant comment le metagame se profile, auquel on peut penser, et que faut pas forcément le mettre de côté tout de suite. Ouais, et puis il y a moyen de jouer autour. Hein. Si vos personnages arrivent avant de jouer à Maroc, ils vont pas être sacrifiés. Ouais, bon, par contre, du coup, Et Amarok donc, coûtera 5. Donc ça, ça sera à voir, mais oui. Ah oui, attends, c'est s'il est seul, c'est ça? Ah Oui. oui, pardon, excuse-moi, j'avais pas vu. Ouais, non, mais Ouais, donc du t'inquiète coup, pas. ça marche pas, effectivement. C'est vrai que Je pensais qu'on pouvait jouer autour. c'est l'une des cartes qu'on connaît depuis très longtemps, du coup, forcément, des fois, peut-être on oublie un peu. Ouais, j'ai un peu oublié, ouais, effectivement. Alors. Mais non, du coup, ça marche pas ce que j'ai dit. Mais dans tous les cas, ça reste un excellent T1, et puis ça évite pas mal de gestion, quoi. C'est surtout ça. C'est une sorte de coriace, en fait, hein. Donc, parce que si souvent les gens vont avoir beaucoup de gestion de 4 ou moins, et ils vont avoir genre que une ou deux cartes dans leur deck qui gèrent des cartes à 4 ou plus, quoi. Donc, vous avez moins de chances de vous faire Oui. gérer un Amarok. Après, alors, c'est à voir. En fait, ça, c'est vrai si le metagame reste, en termes de coût dans les decks, similaire à maintenant. Si le coût moyen augmente parce que on peut imaginer, enfin, avec les quelques cartes qu'on connaît de Muna, par exemple, une sorte de Muna ramp Oui, qui aussi, devient ouais. plus fort, là, les decks vont s'adapter. Mais c'est pour ça que, pour moi, Amarok est juste très bien, parce que il coûte pas cher, il a des bonnes stats, il fait piocher dans Hatsadi, enfin, en tout cas, la première fois qu'il est joué. Du coup, ça fait plaisir. Carte suivante, une autre carte a priori pour Hatsadi. Eros, pour 7 de la main et 7 de la réserve, une 3-6-6, un peu sous-statée, mais il a un effet flèche qui dit qu'on peut jouer immédiatement un personnage pour 3 de moins. Donc typiquement, on peut très bien le jouer d'un côté et jouer Amarok de l'autre. Ça passe. Je lui ai mis 3 parce que pour moi, il rentre très bien dans les Hatsadi. Il fera partie des staples après en x2, x3, x1, ça ce sera à voir. Mais je peux imaginer un monde où il rentre dans Basira ou dans Kojo, dans certaines situations et certains types de decks. Ouais, peut-être en x1, quoi, pour surprendre. Oui. Mais et aussi, il y a moyen de tricher avec l'effet d'Hatsadi là-dessus. C'est-à-dire que, imaginons que vous avez 5 compteurs sur Hatsadi, ou 6, on va dire 6. Vous jouez Eros, et vous jouez par exemple pour 3 un Shenlong. Eh bien, vous pouvez faire. Là, il y a le double trigger de Hatsadi qui a été vérifié car vous avez fait l'effet de Eros avant le trigger d'Hatsadi. Et après, les deux triggers d'Hatsadi se font en même temps. Du coup, vous piochez 2 cartes et vous gagnez un compteur ou 2, ça je sais plus. 2 compteurs, je crois. 2 compteurs, oui, parce que tu résous. En fait, tu ajoutes le compteur à la résolution après avoir Exactement. pioché. Donc il y a moyen de piocher 2 cartes en même temps. C'est ça qu'il faut retenir surtout avec cette carte. Si on est un peu en galère de cartes, il y a moyen quand on gère bien l'ordre des triggers de Hatsadi, on peut piocher 2 cartes. Ou alors ce qu'on peut même faire, c'est ne pas profiter de la double pioche. Mais si on veut une meilleure carte à jouer, on peut d'abord trigger l'effet de Hatsadi et ensuite faire celui d'Eros. C'est-à-dire on pioche une carte avant pour voir si on pioche pas une meilleure carte à jouer et ensuite faire l'effet de Eros. Oui. C'est très polyvalent, je trouve. Oui, ça fait partie des petits plus de la carte.
Exactement. Ensuite, on arrive aux sorts. Aux sorts, donc les nouveaux sorts en Bravos. Donc on a Geyser pour 4 de la main, 4 de la réserve. On renvoie un personnage ou un permanent dans la main de son propriétaire. Et on met la carte elle-même, donc Geyser, en mana. Alors, je lui ai mis 2, parce que si le metagame effectivement fait qu'il y a beaucoup d'Hydrakaina, par exemple, pourquoi pas? Parce que là, on fait quand même un avantage en termes de mana, puisqu'on va payer moins cher notre réponse que le personnage. En plus de ça, Geyser se met en mana, donc du coup, ça nous permet en plus de nous de ramp, donc c'est assez cool. Mais en soi, 4 mana pour une intimidation, c'est très 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 cher. Après, il faut voir aussi le contexte. On va avoir beaucoup plus de permanents. Ça fait une autre gestion de permanents possible. Et en plus de ça, au lieu d'être fugace, il se met en mana. Je pense que de toute façon, en Bravos, on préférera toujours l'avoir en mana que de jouer un sort fugace. Mais 4 mana, quoi. Euh, Ouais, mais c'est exactement ça. c'est trop, quoi. Si la carte coûtait 3, alors pour le coup, la carte rare coûte 3 de la réserve, mais en fait, si on est sûr de mettre les cartes rares en réserve tout le temps, de la jouer de la réserve, je me dis oui, pourquoi pas. Même si c'est un slot de Ouais, rare, pourquoi pas. C'est une intimidation un peu plus chère, mais qui fait ramp tout le temps, ça c'est bien. Mais là, ouais, c'est 4 ça. mana, c'est un peu le bout du monde en fait. Hein. Ouais, faut y aller, quoi. Ouais, typiquement, pour 4 mana, on va préférer jouer un Aklut, hein, que... c'est sûr. Voilà. c'est sûr. Il n'y a pas de débat là-dessus. Je pense que c'est un sort qui va avoir du mal à trouver sa place en Bravos. Par contre, la Out of Faction va avoir largement sa place potentiellement dans Gulrang. Parce que c'est le seul sort de rampe actuellement connu en Ordis Oui. Alors pour accélérer son pouvoir. je m'y connais Mais pas assez en Nordis et en Gulrang spécifiquement pour me prononcer dessus, mais oui, tout à fait. je pense que c'est une piste à explorer et que les spécialistes de Gulrang vont se faire plaisir. Ensuite, alors il y a un autre sort, mais on le verra à la fin, puisqu'il est arrivé Oui. aujourd'hui au moment où on enregistre. Donc on va passer là sur les matos, nouveaux permanents d'expédition, et on commence par les bots techniques. Alors ça coûte un de la main et un de la réserve. On les joue, donc pour expliquer les matos pour ceux qui ne savent pas, ce sont des permanents qu'on joue sur une zone d'expédition, comme les personnages. Et par contre, ils vont en réserve au repos si notre expédition a avancé. Donc imaginons je joue les bots techniques au premier jour euh, avec Kojo quand j'ai Bouddha et en face il joue une carte qui fait que j'avance pas, ben les bots techniques vont rester là et les prochains personnages que je vais jouer dans cette expédition pourront profiter de l'effet. Et donc l'effet, ça dit que... Alors, non, juste avant de parler de l'effet, il faut dire que ces permanents peuvent gagner Fugace si on les joue de la réserve. Donc ça, c'est un petit point de règle aussi à savoir. Et donc l'effet, c'est que lorsque mon expédition avance, donc l'expédition où il y a les bots techniques, un personnage ciblé dans mon expédition perd Fugace. Donc typiquement, on va jouer les bots, on va jouer la traceuse Bravos, et la traceuse, on va lui faire perdre Fugace. Je lui ai mis 2, parce que pour moi, je pense que c'est pas une bonne carte. C'est pas, enfin, c'est payer un mana pour au final enlever Fugace alors qu'on a main tendue, Ouais, c'est qui ça. pour le coup Puis ça donne un booste en plus boost. maintenant, tu vois. Maintenant, il y a un monde, c'est pour ça que j'ai mis 2, il y a un monde où je sais que je vais quand même tester la carte à un moment ou à un autre, pour m'assurer que c'est bien nul, ou pour découvrir qu'en fait c'est une carte forte, je ne sais pas. Mais voilà, c'est pour ça que je lui ai mis 2. Typiquement, moi je préfère la rare qui ravitaille en plus depuis la réserve, histoire d'avoir un minimum de CA. Et en fait, je comprends pas trop l'intérêt d'avoir mis une carte comme ça, sachant on a déjà bien mieux, quoi. Alors ce serait peut-être sûrement pour du scellé, hein. Pour du scellé peut-être, mais je suis pas convaincu. Moi, je pense que je suis vraiment dubitatif sur cette carte. C'est pour moi la pire carte de Bravos qu'ils ont révélée pour l'instant. L'intérêt par rapport à la main tendue, parce que ça c'est quand même la meilleure comparaison qu'on peut faire, je pense, Oui, c'est que ça on peut le setup et ça peut faire un après-vous. Alors c'est que ça. la main tendue, alors on peut faire un après-vous avec la main tendue, mais bon, c'est perdre un boost. Et ça va Mais direct en réserve.
Et oui, ça va direct en réserve. Mais du coup, voilà, c'est vraiment est-ce que je veux setup, est-ce que je veux pas setup, donc ça c'est à voir. Ensuite, donc le fameux lait dont on a parlé jusqu'ici et qui pour nous est l'une des meilleures cartes révélées de Bravos. Donc c'est un autre permanent d'expédition pour un de mana de la main et de la réserve, donc c'est aussi une carte à 1 et ça fait plaisir de voir des cartes à 1 en Bravos. Lorsqu'un personnage rejoint une expédition, il gagne un boost et fugace. Alors on n'est pas très content de voir le fugace, mais d'abord il y a le fait de, on joue de la réserve, et donc c'est comme un havre. Voilà, on joue de la réserve là où il y a le permanent d'expédition, et on a un boost comme si on avait le havre. Ouais. On joue une traceuse Bravos, elle a un boost en plus, et comme elle a déjà fugace, on s'en fout. On joue un petit lapin où le but c'est de lui donner fugace pour donner un boost, et ben du coup lui il va prendre aussi un boost, et comme il a déjà fugace, ben on s'en fout qu'il gagne fugace. Donc c'est vraiment pour toutes ces raisons où je me dis, ben c'est vraiment, vraiment fort. Ah ouais, c'est trop génial. Moi, j'adore cette carte. C'est ma carte préférée en termes de design. C'est elle et Aklut. Et bon, celle-là, on va sentir, elle est beaucoup plus forte que Aklut parce qu'elle va faire partie clairement du cœur de tous les decks Bravos. Que ce soit en début ou en late game, cette carte est géniale parce qu'elle va vous permettre de potentiellement prendre des XP d'avance ou juste le petit finisher qui manquait à Bravos quand on est trop essoufflé pour finir, quoi. Et faire des après-vous. En début de game, c'est vraiment, on se set up et on a des Ouais, c'est gros ça. personnages qui vont nous permettre d'avancer. Et en late game, c'est le petit après-vous de, ah, attends, je veux voir ce que tu fais d'abord. Avec potentiellement des petits boosts qui vont arriver si je joue de ce côté, hop, hop, hop. Et typiquement, Kojo, un tour sur deux, on a une 3-3-3. On s'en fiche, c'est un token. Et l'adversaire, il va être obligé à chaque fois de bloquer une 3-3-3 au lieu d'une 2-2-2 et ça va faire beaucoup plus mal, hein. Oui, clairement. Voilà, donc c'est pour ça qu'on lui a mis 5. Ensuite, autre permanent d'expédition. Il y a beaucoup de permanents d'expédition en Bravos. Ils aiment les matos. Mm. Donc c'est la barre énergétique. C'est alors Hit Me Energy Bar. Je sais pas comment sera exactement traduit en français. Donc pour 3 de la main et 3 de la réserve. Un autre matos qui dit que si on a un seul personnage dans son expédition, il a gigantesque. Donc c'est-à-dire qu'il est considéré dans les deux expéditions. Donc typiquement, je joue la barre énergétique. Imaginons, il y a la barre énergétique et le lait. C'est mon tour, il y a Bouddha qui arrive, et ben Bouddha il est 3-3-3 gigantesque. Voilà. Moi Ouais. j'ai mis 3 en me disant ça va pas rentrer dans tous les decks, mais pour moi c'est pas une mauvaise carte. C'est donner gigantesque, c'est doubler les stats un peu quelque part du personnage. Et aussi, faut savoir que si on joue par exemple au tie break, donc on est à égalité, là c'est vraiment que les stats qui comptent, eh bien il y a toujours les deux expéditions. Même si on s'en fout du on joue parce qu'on compte le total, il y a toujours les deux expéditions. Donc on peut déjà très bien imaginer d'avoir l'énergie bar d'un côté avec un seul personnage et tous nos autres personnages de l'autre côté. Et ça marche. Ça régale, hein. Franchement, j'adore cette carte. Déjà, de 1, parce que je la trouve super drôle. Enfin, elle est fun. Je pense que même au-delà de ça, jouer en casu avec ça, ça doit être super drôle. Je pense qu'il y a des gens qui vont se taper des barres, hein, sans mauvais jeu de mots, avec ça, à jouer ça. Et effectivement, comme tu le dis, que vous passiez ou pas, c'est pas le problème. Mais par contre, si vous êtes setup avec les Darkolano plus barre chocolatée, un tour sur deux, vous avez un Atlas. Et ça, c'est non négligeable. Et seulement pour un mana de moins. Pour 4 mana, vous avez un Atlas un tour sur deux. Donc c'est vraiment trop bien. Ensuite, donc là on arrive sur les permanents repères, les saisies par les glaces, que donc chaque faction en a au moins une. Donc ici nous on a le pic pour 3 de la main et 3 de la réserve. Lorsqu'un personnage qu'on contrôle gagne fugace, ça tombe bien, on avait le lait qui faisait ça. Donc on a un compteur épreuve, et lorsqu'on gagne le troisième compteur épreuve, on sacrifie le repère, et on crée un jeton illusion 5-5-5 dans une expédition, celle qu'on veut, et chaque personnage qu'on contrôle gagne un boost. Je lui ai mis 3, mais je lui ai mis 3 plus pour le côté parce que c'est une version commune. Peut-être que la version rare est meilleure parce que la version rare coûte 1 de moins de la main et de la réserve. Et pour moi, ça reste quand même une carte assez forte, assez facile à trigger en fait. Parce que de base, on peut se dire, je vais juste jouer de ma réserve et ça marche, mais il faut 2 voire 3 tours pour le faire. Maintenant, avec le lait d'Arcolanos, en Bravos, on a la traceuse, on a le lapin, qui se donne fugace. Et du coup, on peut avoir des choses assez faciles et assez rapidement fugaces
pour trigger ça et faire un boost, donc ce qui est quand même assez fort. Effectivement, je le vois un peu plus dans Kojo que dans Bazir ou de Hatsadi, parce que dans Kojo va bénéficier de Bouddha, et Bouddha va bénéficier du boost, et en plus, potentiellement, si on a le lait encore une fois, donc c'est encore une fois des combos, mais c'est des bonnes interactions de cartes, il va gagner Fugace, et donc trigger aussi le permanent pour avoir notre jeton illusion. Ouais, typiquement, moi, c'est une carte que j'aurais même mis 4, mais c'est plutôt la rare que j'aurais mis 4. Parce qu'elle coûte 2 de la main, 2 de la réserve, c'est trop bien. C'est une carte que je vois bien dans Kojo, un Kojo aggro classique, hein, voilà, on se booste, on se met Fugace, etc., etc. Mais moi, j'ai aussi ma petite idée avec Kojo Fonderie. C'est que vous avez un lait d'Arcolano qui est déjà setup. Vous avez votre tour avec Kojo. Il vous suffit de faire un effet fonderie armurière ou espionne qui sabote, qui fait un token. Vous le faites du côté lait d'Arcolano. Elles vont gagner les deux, le token et l'espionne va gagner Fugace. Vous avez déjà vos trois cartes Fugace et ça vous fait une 5-5-5 quoi. Si, parce qu'il y a quand même le boost aussi sur le dragon. Vous avez une 6-6-6 plus Bouddha boosté, plus l'espionne boosté, plus le token Ordis boosté. Enfin voilà, c'est trop bien. Je trouve ça génial dans un deck fonderie. Et c'est le genre de carte que je vais explorer justement pour voir si ça peut faire des tops. Et tu aurais bien raison. Dernière carte de Bravos qu'on a vu aujourd'hui, au moment où on enregistre, et qui est un sort. Mana Flair, pour 4 de la main et 4 de la réserve. Donc le sort à fleeting, ce qui fait que donc la Fugace, hein, on pourra le faire qu'une fois. On peut jouer immédiatement un personnage pour 5 de moins. Par contre, le personnage gagne Fugace. Donc ça, c'est la commune. La rare, je pense qu'on peut aussi l'évoquer, puisque la rare fait que le personnage qu'on joue n'aura pas Fugace. Donc c'est quand même bien de pas donner Fugace à son personnage. Ouais. J'ai mis 2, personnellement, je vois pas ça comme une bonne carte. C'est-à-dire que c'est joli, ça fait rêver tout ça et tout le tintouin. Mais en fait, la structure du jeu d'Altered et le fait qu'on gagne que 1 de mana au final fait que on va poser un gros truc d'un côté, mais l'adversaire il va jouer de l'autre côté, il va faire 1-1, et du coup, même si on pioche avec Hatsadi, on aura utilisé 2 cartes pour piocher une carte et au final faire que 1-1. Après, je sais que tu n'étais pas d'accord, Clem, sur ça, donc je te laisse exposer tes idées et tes arguments. J'ai pas mal d'arguments, ouais. En fait, cette carte, déjà, la première fois que je l'ai vue, elle m'a hype énormément. Alors là, quand j'ai vu la rare, ça m'a encore plus hype. En fait, il faut voir les combos qu'il peut y avoir avec ça. Donc déjà, typiquement, ça peut rentrer dans un Hatsadi, enfin, c'est évident. C'est une sorte de pseudo-rampe, ça nous permettrait de libérer de la place sur des sorts qui font juste rampe. Parce qu'en fait, cette carte-là nous donne l'illusion de ramper. Elle nous fait jouer, en gros, pour 4, on joue une carte avec 1 mana de plus. Hein. C'est ça, en gros, l'effet. Clairement, dans Hatsadi, bon, je suis d'accord avec Vickman là-dessus pour la commune. Comme ça gagne fleeting, c'est pas dingo. Par contre, la rare, qui ne fait pas gagner fleeting personnage, c'est vraiment trop génial. Imaginons, vous faites, vous jouez, je sais pas, lait d'Arcolano, plus une barre chocolatée rare qui coûte aussi 2. Et ensuite, Donc tout ça au premier tour. Tout ça au premier tour, bon, vous perdez 2-0, ok, très bien. Cependant, au prochain tour, vous piochez 2 cartes, vous jouez votre mana flair rare pour 4, et là, boum, vous mettez un Achille commun, Corias 1, il gagne un boost avec le lait d'Arcolano, il est fugace, ça c'est pas grave, on s'en fiche. Il est 6-6-6 de chaque côté, et en gros, vous piochez une carte en plus avec Hatsadi, et si vous faites 6-6-6 Corias 1, déjà je peux vous dire que votre adversaire, surtout s'il joue en premier, ce sera impossible pour lui parce que quand il joue en premier, il joue une carte à 1 ou 2 mana. Donc même par exemple un cocon, comme Achille à Corias 1, il faut 4 en fait pour gérer un Achille comme ça. Et en plus de ça, il y a 6 de stats de chaque côté, en seulement 4 mana. C'est pas donné à toutes les factions de réussir cet exploit là pour 4 mana. Hein. Donc je pense vraiment que il y a des trucs à faire. C'est une carte à combo, pas une carte qui se joue toute seule.
C'est vraiment une carte à combo. Ou alors si vous voulez la jouer toute seule, vous faites Mana Flare et vous jouez Achille rare pour lui donner un coriace de plus, soit solide. Mais typiquement, le défaut de cette carte, sinon, en dehors de ça, c'est que on va la jouer pour des personnages qui coûtent 5 seulement. Un personnage qui coûte 4, il n'y a aucun intérêt. Alors attends, que je regarde parce que là je viens de voir, mais c'est pour 5 de moins, c'est ça? Oui, c'est pour 5 de moins. Tu peux jouer mais c'est des pas personnages. 5 ou moins, donc c'est encore plus fort que ce que je Oui, pensais. en fait, tu peux jouer des personnages. En fait, l'intérêt. Alors, effectivement, l'intérêt, il peut y avoir des setups, et je suis d'accord avec toi, où tu vas faire C'est ça, hein. éventuellement même pas le lait, juste la barre chocolatée au premier tour. En face, peut-être qu'il va faire que 1-0 parce qu'il va se setup aussi, il va se passer des trucs. Là, tu joues Achille au tour d'après, tu gagnes des deux côtés, et à partir du moment où tu as 7 avances, tu fais en sorte de la garder le reste de la partie. Voilà. Et ça, c'est pas mal, parce que Hatsadi est assez bon pour faire des 1-1. À côté de ça, donc on peut aussi jouer des chaînes longues au tour C'est ça, 3. c'est ça. Donc tout C'est à ça, fait. tour 3, tu joues des chaînes longues pour 1, c'est trop bien. Et tu repioches une carte. Et tu repioches une carte. Donc, Et voilà. éventuellement, ce que je peux voir aussi, c'est qu'on joue le personnage pour 5 de moins, mais ça veut pas dire forcément de la main. Ça peut être de la réserve, et on peut Oui, imaginer, bien sûr. des personnages comme... Alors, je vais prendre Sun Wukong en exemple, mais quand je dis Sun Wukong, c'est parce qu'il coûte plus cher de la réserve. Donc par exemple, un personnage qui va coûter 2 ou 3 de la main, mais 5 de la réserve. Je sais qu'il y a des uniques comme ça. Du coup, là, le Mana Flare peut avoir l'intérêt et je peux comprendre pourquoi on jouerait cette carte. Ouais, ou jouer un Heroes pour 6 au lieu de 7. Voilà. En fait, cette carte-là, elle permet de réduire de 1 mana toutes nos énormes cartes, tout en proquant l'effet d'Hatsadi. Du coup, en fait, l'early game d'Hatsadi va être... Je suis persuadé que l'early game de Hatsadi va être plus fort avec ça. Et on va être beaucoup plus explosif. Et ça va faire peur aux gens. Ok, bah écoute, moi j'attends de me tromper. Hein. Je pense quand même que Ouais, mais- c'est pas une bonne carte, mais je serais heureux de me tromper et de voir qu'Hatsadi fait des choses grâce à cette carte. Ouais, typiquement, moi, c'est cette carte-là, dans Hatsadi, je la mettrais rare x3, et ça permettrait de libérer, par exemple, des canalisations de mana, et on prendrait des jeans à la place, pose des bodies, et qui rampent. Donc, enfin, voilà, il y a plein de trucs à faire dessus, j'ai plein d'idées, et ça me donne encore plus envie de jouer à Hatsadi. Tant mieux. Donc là, on a fait le tour des cartes. Donc ça, c'était pour la partie, on présente les nouvelles cartes Bravos, donc spécifiquement à Bravos. Après les Out of Faction, ce sera à vous de les découvrir. Voilà, je sais que personnellement, en termes de calendrier, je ne pourrais pas les couvrir. J'espère que ça vous aura plu, et je vous dis à bientôt.